Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lépine Cyril et je suis coach en développement personnel. La vidéo d'aujourd'hui traite de la blessure d'humiliation en couple. Et je tiens à te le préciser car cette blessure est aussi présente dans le cercle familial. Pour qu'on se comprenne bien, je vais te parler de cette blessure mais uniquement dans le cercle amoureux. Bien, si tu es prêt, on démarre la vidéo. C'est parti! Avant de te parler de cette blessure, faisons d'abord un point sur la base d'un couple en prenant un exemple. Pour notre exemple, on va prendre au hasard une fille qui s'appelle Ève et un garçon qui s'appelle Mathieu. Au départ, Ève et Mathieu ne se connaissaient pas. À un moment, l'un est venu voir l'autre pour faire connaissance et c'est à partir de ce moment que leur relation va commencer à se construire. Dans un premier temps, il va y avoir l'étape de la séduction. Les deux vont faire en sorte de séduire l'autre. C'est le moment où chacun veut être parfait et montre tout ce qu'il y a de meilleur en eux. Physiquement, ils vont faire des efforts, ils vont même aller au-delà de leurs habitudes. Ève et Mathieu seront attentionnés l'un envers l'autre. Les deux vont faire en sorte d'être là à chaque instant pour l'autre. Les gestes de délicatesse seront innombrables. Et de fil en aiguille, les tu me manques commencent à faire des apparitions et qui vont donner suite à des je t'aime. Mais les années passent, ils habitent ensemble et les choses ont changé. Et depuis tout ce temps, de l'eau a coulé sous les ponts, et bah oui. La routine s'est installée, par conséquent il y a moins d'attention, voire plus aucune. Le parfait n'existe plus, l'un des deux se laisse aller physiquement, voire même les deux. Chose qui est normale, puisque généralement on a tendance à prendre les gens pour acquis. Enfin bref. Ou au mieux, un des deux personnages continue à faire des efforts. Les je t'aime se perdent et perdent de leur valeur ou sinon sont juste des je t'aime pour se débarrasser de l'autre. De plus, il y a des attentes qui ne sont pas comblées. Que ce soit des attentes conscientes ou inconscientes, c'est-à-dire des demandes qui étaient faites mais qui n'ont pas été respectées, ou des attentes que l'un ou l'autre avait mais ne s'en rendait pas compte. Par exemple, Ève qui s'attendait qu'elle soit aimée et qui espérait avoir beaucoup d'attention à son égard. Ou encore Mathieu qui pensait que Ève allait être encore et toujours la fille dont il s'imaginait. À un moment, à force d'être déçu, toutes les émotions liées à ces déceptions s'accumulent. Et d'après toi, qu'est-ce qui se passe quand les choses s'accumulent? Évidemment, ça explose. Et c'est là qu'arrivent les blessures d'humiliation. C'est là qu'il va y avoir un persécuteur et un persécuté. Généralement, et je dis bien généralement, ça se passe comme ça car Ève et Mathieu entament une descente aux enfers. Enfin, c'est plutôt Ève qui va descendre aux enfers puisque la plupart du temps, c'est la femme qui subit dans ce genre de problème. Alors que va-t-il se passer? Eh bien Mathieu va se laisser aller aux émotions. Il va laisser ses émotions liées à ses attentes non assouvies prendre le dessus. En d'autres termes, Mathieu va commencer par accuser Ève de toutes les choses possibles et imaginables. Parce qu'il est en colère. Ève n'étant pas la femme qu'il espérait, voilà que maintenant Mathieu commence à faire passer un calvaire à cette même personne qu'il protégeait et chérissait autrefois. Toutes les choses qu'il trouvera sera de la faute à Ève, jusqu'au point même où Mathieu portera de fausses accusations. Pourquoi il fait ça? Eh bien son seul but est de faire payer tout ce qu'il n'a pas eu, toutes ses attentes qui n'ont pas été comblées. Il va la rabaisser, la dénigrer, humilier Ève quand ils sont ensemble et à un moment il le fera même publiquement. Mathieu va faire en sorte de dire à Ève qu'elle a eu de moins que rien et il va faire en sorte qu'elle le ressente. Retiens bien une chose, dans le cerveau d'une personne qui ne sait pas comment communiquer, ça se passe comme ça. Pour résumer, il ou elle se dit « Tu ne m'as pas donné ce que je voulais, alors je vais te faire souffrir ». Seulement c'est inconscient. Je précise encore une fois, généralement c'est l'homme qui persécute. Cela dit, l'inverse existe aussi. De son côté, elle va commencer à être triste. Elle va se questionner, elle va se demander « Est-ce que c'est de ma faute si elle est comme ça aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait une erreur ?» Tout en continuant à souffrir. Quand c'est comme ça, beaucoup de personnes restent par amour. Que ce soit un homme ou une femme. Certaines personnes vont penser qu'il ou qu'elle le mérite. Mais peu importe, le couple se dirige vers sa fin. En tout cas, si rien n'est fait pour résoudre la situation. Parce que tôt ou tard, Ève atteindra la limite de la douleur qu'elle peut accepter et décidera de s'en aller. Généralement, c'est la personne qui subit qui quitte l'autre parce qu'elle ou qu'il n'en peut plus de la situation. La première, soit la personne qui décide de partir, part pour faire sa vie ailleurs. Et la deuxième cas de figure,
pourrait être à cause de la rencontre d'une nouvelle personne. Après tout, elle ne se sent plus aimée, elle ne se sent plus soutenue et les efforts pour tenter d'arranger les choses sont à sens unique. De plus, ne parlons même pas des plaisirs intimes, de la passion et de la joie qui existait au début de la relation. Alors pourquoi rester? Si en plus cette nouvelle rencontre lui apporte ce qu'elle a besoin, qu'il y ait de l'amour qui brûle encore en elle pour Mathieu ou pas, Ève prendra la décision de partir car elle a atteint le seuil de la douleur émotionnelle. Et s'il y a bien une chose de terrible dans l'amour, c'est de quitter une personne alors qu'on l'aime encore. Mais malheureusement ou heureusement, Ève a déjà trop souffert pour rester, même si elle l'aime encore énormément. Mais il y a encore un dernier cas de figure. Celui-ci est utilisé quand une personne souffre trop et que pour elle ou pour lui, c'est la seule option possible. Par exemple pour Ève. Le fait de voir que c'est la personne qu'elle aime le plus au monde qui la fait souffrir fera que cette douleur sera beaucoup plus grande. Une personne que tu ne connais pas dans la rue qui t'insulte, te dénigre, te rabaisse, c'est une chose. Mais si c'est la personne que tu aimes de tout ton cœur qui te fait tout ça, c'en est une autre. Au final, après un certain moment, la douleur est tellement intense qu'elle n'est absolument plus supportable. Et la personne décidera au bout du compte de mettre fin à sa vie. Très souvent parce que cette personne ne voit pas sa vie sans la présence de celui ou celle qu'elle aime, mais en parallèle, elle ne tient plus toutes ces tortures psychologiques. Heureusement que cette dernière option est plus rare. Il y a plusieurs types de blessures en couple. La blessure de la comparaison, la blessure d'injustice, la blessure de la trahison et bien d'autres. Mais la blessure d'humiliation est l'une des blessures qui peut mener à une fin aussi extrémiste. Aujourd'hui, ces cas arrivent beaucoup plus souvent. Il y a beaucoup de personnes qui sont humiliées par leur partenaire et qui se sentent impuissantes. Pour ajouter une couche, certains ou certaines personnes n'hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux pour continuer à humilier. Tu as déjà certainement entendu ces personnes qui se sont suicidées à cause des réseaux sociaux. Alors imagine que la personne que tu aimes se met à te dénigrer sur ces plateformes en plus de le faire en privé, devant ta famille et devant tes amis. Admettons. Tu te lèves un matin, tu prends ton téléphone et tu vois sur Facebook des publications te visant directement qui t'humilient. Et ces publications sont faites par la personne avec qui tu partages ta vie, avec qui tu veux fonder une famille, la personne la plus importante pour toi. C'est horrible. 95% des personnes humiliées ressentira une douleur intense. Avant de continuer, je voudrais rebondir sur un truc. Je vois d'ici des personnes dire « Moi, de toute façon, je m'en tape de ce qu'elle peut dire, de ce qu'il peut dire. » Parce que la personne la plus importante pour moi, c'est ma mère, ou mon père, ou mes amis. Laisse-moi te dire une chose, ce sont les enfants qui pensent de cette manière. À partir du moment où tu as décidé de faire ta vie avec une personne, celle-ci doit devenir la personne la plus importante pour toi. À la limite, si tu as un enfant ou des enfants, oui. Dans ce cas, ces personnes peuvent être les personnes les plus importantes pour toi. Mis à part, c'est ta partenaire. Par exemple, si Mathieu décide de faire sa vie avec Ève, celle-ci doit être sur un piédestal. D'une, parce qu'ils vont construire leur propre cercle familial et c'est uniquement grâce à sa femme ou sa conjointe que c'est possible. De deux, parce qu'une fois que Mathieu a pris la décision d'être avec Ève pour la vie, Ève n'aura pas seulement le rôle d'être une personne qui sera juste là à côté de lui. Non. Elle sera aussi sa meilleure amie, sa confidente, sa maîtresse, sa femme, sa conseillère, son support quand il sera dans les difficultés. Elle sera celle qui l'accompagnera dans les bons et les mauvais moments. Cette personne sera la première personne au monde à le protéger et à le soutenir. Et sera la mère de ses enfants. Les gens autour de toi font leur vie, que ce soit des amis ou de la famille. Certains vont mourir, mais ta partenaire est à tes côtés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et si la personne avec qui tu es n'est pas la personne la plus importante pour toi, alors c'est que tu n'aimes pas vraiment cette personne. Mais attention, attention. Je n'ai pas dit qu'on doit dépendre de cette personne. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans ton entourage, excepté tes enfants, ton ou ta partenaire doit être au-dessus de tout. Bon, fermons la parenthèse. Si tu es dans ce cas d'humiliation, je te suggère de réagir très vite. L'amour doit être bonheur, joie, éclat de rire, tendresse, passion. Mais l'amour ne doit pas être cauchemar et souffrance, surtout si c'est une souffrance continue. Si tu es la personne qui persécute, que tu t'en rends compte que tu es en train de faire souffrir ta moitié, eh bien ne t'en veux pas. Ça ne servira à rien. Arrête tout simplement de faire souffrir la personne qui t'aime et arrange les choses. Ensuite, questionne-toi sur les attentes que tu avais et que tu n'as pas eues, qui n'ont pas été comblées, et fais part de tout ça. Mieux encore, vous pouvez le faire à deux. C'est là que vous pouvez trouver une solution ou encore voir si vous êtes réellement compatible ou pas. Pour finir, je vais te dire quelque chose que je répète souvent quand je parle de couple. Numéro 1, l'amour est inconditionnel.
Il ne faut pas de conditions pour aimer. Si tu demandes des conditions, ça devient un amour conditionnel. Je t'aime si tu fais ça. Sinon, je ne t'aime pas. Et si tu n'as pas ce que tu veux, tu feras passer un calvaire à la personne que tu aimes, ta partenaire. Non, l'amour ne fonctionne pas comme ça. Numéro 2, à partir du moment où tu as des attentes, tu prends le risque d'être déçu. Et si tu en as, communique-les à ta partenaire. Au mieux, la personne acceptera parce que ça te fait plaisir et que ça te rend heureux. Au pire, vous trouverez une solution. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère t'avoir aidé, j'espère t'avoir fait réaliser certaines choses. Ou si tu connais des personnes qui sont dans cette situation, eh bien partage-les cette vidéo. Sinon, tu peux voir d'autres contenus de ce que je fais sur Instagram, Facebook, sur ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager si tu as aimé cette vidéo. Sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler de stress et de ses conséquences. Allez, salut!